Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce samedi 2 juin. Voici les titres. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, accompagné des ministres de la Défense, de l'Intérieur et de la Sécurité et celui des Transports, a inauguré la nouvelle cuisine ultra-moderne du 4e bataillon d'infanterie de Korogo. Elle a une capacité de 600 repas par jour. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Candessu, a achevé sa visite à Abidjan ce samedi par une conférence de presse, une rencontre bilan avec des journalistes au cours de laquelle l'économiste français a réitéré son optimisme en une croissance plus soutenue en Côte d'Ivoire. Nous sillonnerons quelques communes du district d'Abidjan pour voir l'état des routes et les actions entreprises par le gouvernement pour leur réhabilitation. Un vaste chantier de réhabilitation et de bitumage des voies est en cours. Environ 200 km de routes ont été rénovées à la grande joie des usagers. Le président américain Donald Trump a confirmé la tenue du sommet avec le leader nord-coréen à Singapour le 12 juin prochain. La Corée du Sud, qui a joué un rôle de médiateur crucial pour rendre ce sommet historique possible, salue cette annonce. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Ajoutez notre rendez-vous culturel de samedi. Nous ferons une plongée ce soir dans la vie du photographe ivoirien Paul Kodjo. Il vient d'intégrer les collections photographiques du musée du Quai Branly à Paris. C'est une initiative d'un jeune photographe ivoirien, Ananias Lekidago, à qui Paul Kodjo a confié la restauration de ses négatifs abîmés. Il est notre invité de la page culture de ce 20h. Bonsoir Ananias Lekidago. Bonsoir Marie-Laure. Alors vous êtes photographe avec un parcours impressionnant, couronné d'ailleurs d'une entrée au musée des arts de Philadelphie. C'est l'un des plus prestigieux musées américains. Et vous avez du talent, de l'avenir, je le dis, mais vous vous consacrez depuis des années à la carrière d'un autre grand photographe, Paul Kodjo. Pourquoi? Bon, en effet, en ce qui me concerne, au printemps dernier, j'ai intégré, comme Paul Kodjo, l'un des 3e musées des États-Unis, le Philadelphia Museum of Art, avec un ensemble de 20 pièces. Et cette année, en 2018, c'est le tour de Paul Kodjo. Il y a plusieurs raisons qui m'ont mené à travailler là-dessus, Paul Kodjo. Et au nombre de ces raisons, je vais citer mon engagement pour la photographie. Il était inconcevable qu'on fît de Paul Kodjo un inconnu au bataillon. Voilà pourquoi j'ai tenu à ce que son travail soit reconnu et maintenant logé dans un musée au Quai Branly. Du Quai Branly. D'accord. Alors, votre rencontre avec Paul Kodjo, sa carrière, son intégration, comme vous l'avez dit, au musée du Quai Branly à Paris, on en parlera dans les détails. Dans la page culture, ce sera seulement dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Lekidago. Tout d'abord, prenons la direction du 4e bataillon d'infanterie de Korogo, où se sont rendus le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les ministres de la Défense, de l'Intérieur, de la Sécurité et celui des Transports. Le chef du gouvernement ivoirien est allé inaugurer la nouvelle cuisine ultra-moderne des militaires et cette cuisine a une capacité de 600 repas par jour. On en sait plus avec Abou Sanogo. C'est le nouveau complexe nourricier du 4e bataillon d'infanterie de Korogo. Une promesse du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, qui vient révolutionner les principes traditionnels d'alimentation des militaires et améliorer leurs conditions de vie et de travail. L'inauguration de ce nouvel édifice bâti sur 642 mètres carrés s'est faite en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La rénovation ou la construction des cuisines dans les casernes prend ainsi forme. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a traduit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara, puis a appelé les bénéficiaires à plus de professionnalisme. Je voudrais vous demander de bien vouloir traduire à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, notre profonde gratitude pour sa bienveillante sollicitude à l'égard des troupes. Je veux, avec eux, prendre l'engagement devant vous que nous allons tout mettre en œuvre pour mériter votre confiance. Soldats, je parle en votre nom. Je peux prendre l'engagement devant le Premier ministre qu'avec tous les efforts qui sont faits, nous allons montrer à la face de la nation que nous sommes une armée modèle, moderne, au service de la population et du pays. Je vous engage à faire en sorte
qu'on soit une armée qui fasse honneur au pays, qui fasse honneur au Premier ministre, qui fasse honneur au président de la République. Je l'ai dit également, et avec l'appui du chef d'état-major, nous serons intraitables sur les questions de discipline. Je compte sur vous pour nous donner les arguments, la force de continuer à plaider auprès du Premier ministre et du Président pour obtenir plus pour le soldat, pour la troupe. Et cela passe par un comportement exemplaire. C'est un investissement important. Je compte sur vous pour faire en sorte que cet outil ne disparaisse pas par manque d'entretien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, tout en saluant les efforts du ministre d'État Ahmed Bakayoko, a invité les militaires à mériter la confiance de la nation. Vous me permettrez de saluer tout particulièrement le ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, pour son engagement constant à traduire en actes la vision du président de la République en matière de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité. Je salue particulièrement votre engagement à faire de notre armée un pilier important de la réalisation de la grande ambition du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Oui, un pays émergent, c'est aussi un pays qui inspire confiance par la qualité de son outil de défense et de sécurité. Je suis également persuadé que l'ouverture de cette cuisine moderne impactera la qualité des repas. Toutes choses qui permettront, j'en suis convaincu, au 4e bataillon d'infanterie de Korogo de remplir avec plus d'efficacité sa mission de défense de notre pays et de sécurisation de nos populations. À vous, officiers et soldats du 4e bataillon d'infanterie de Korogo, et au-delà de vous, à l'ensemble de nos militaires, je veux vous demander de continuer de mériter de la nation. Vous devez être définitivement des éléments de défense de notre pays et de sécurité de ses habitants. En somme, une armée républicaine. Et en cela, je voudrais m'associer pleinement aux conseils qui vous ont été donnés tout à l'heure par le ministre d'État, ministre de la Défense, en ce qui concerne la discipline. Vous avez fait le pari de relever le défi de l'excellence de l'armée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République et l'ensemble du gouvernement s'engagent à vos côtés pour vous accompagner et faire de notre armée un outil efficace de défense et de développement de notre cher pays. Ce moment fut une occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, de communier avec les militaires du 4e bataillon d'infanterie de Korogo. La rénovation ou la construction de cuisines va toucher 10 casernes militaires. Au chapitre économie de ce 20h, la conférence de presse prononcée par l'ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, a achevé sa visite en terre ivoirienne ce samedi. Une rencontre au cours de cette rencontre bilan avec les journalistes. L'économiste français a réitéré son optimisme en une croissance plus soutenue en Côte d'Ivoire. Reportage signé Jean-Luc Bangbo. Temps fort d'une visite au Palcous et qu'il a mené auprès de personnalités politiques et économiques, des chefs d'entreprise et de la jeunesse ivoirienne, Michel Kandessu a achevé son séjour en terre ivoirienne par cette conférence de presse. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international a réitéré sa confiance en l'avenir de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a retrouvé un modèle de développement. Ce modèle de développement a été orienté vers l'émergence avant ou la fin de 2020, eh bien, je parie que ce pari-là, qui était le pari du meilleur, sera gagné. L'ancien patron du FMI est revenu sur les rapports de cette institution avec les pays africains. Le Fonds monétaire n'a jamais imposé à qui que ce soit une politique. Le Fonds monétaire apporte son aide au nom de la communauté mondiale à un pays qui le demande et qui s'engage à faire des efforts de redressement tels qu'un jour il puisse rembourser le don que lui fait cette compagnie mutuelle des peuples
qui s'appelle Fonds monétaire international. Et les 13 ou 14 programmes d'ajustement structurel qui ont été mis en place ont tous eu des conséquences positives pour la croissance de vos pays. Michel Candesus souhaite néanmoins une réinvention du partenariat entre l'Afrique et l'Europe. D'autres questions d'actualité comme le franc CFA, la monnaie unique ou la croissance inclusive ont animé les 60 minutes d'échange entre l'ancien directeur du FMI, gouverneur honoraire de la Banque de France et les journalistes ivoiriens. Le district d'Abidjan, en collaboration avec le Trésor public, s'active pour la mobilisation des ressources intérieures. Une rencontre à l'attention des acteurs du secteur informel vient d'être organisée. Le but est de les encourager à souscrire aux bons et obligations pour augmenter le taux de bancarisation et permettre ainsi au Trésor de disposer des ressources nécessaires pour financer le budget de l'État. Francis Boifo. Les bons du Trésor, non, je ne sais pas ce que c'est. Si vous pouvez en parler. Les bons du Trésor sont des titres des emprunts émis par l'État et remboursables à échéance. L'acheteur d'un bon du Trésor se retrouve donc créancier de l'État. L'État s'engage à rembourser l'acheteur à une créance déterminée et à lui verser régulièrement des intérêts avant cette échéance. C'est un moyen d'investissement privilégié à court terme. La valeur nominale pour la souscription aux bons et obligations du Trésor est de 10 000 francs CFA. Il est exigé à l'ouverture d'un compte chèque, encore appelé compte courant, la somme de 50 000 et 20 000 francs CFA pour le compte épargne. Si j'ouvre un compte courant, combien je gagne? Et si j'ouvre un compte d'épargne, combien je gagne? Le compte courant, est-ce qu'il y a des agios? Le compte courant à la Banque du Trésor est un compte qui est rémunéré à 2%. Et l'agio est à 1 000 francs. On a les bons à 3 mois qui sont rémunérés à 3,75%. On a les bons à 6 mois qui sont rémunérés à 4,75%. On a les bons à 9 mois qui sont rémunérés à 4,85%. Et les bons à 12 mois qui sont rémunérés à 5%. Tous ces avantages ont été expliqués aux acteurs du secteur informel lors de cette rencontre organisée par le district d'Abidjan. Nous avons tenu à appeler nos concitoyens, surtout ceux d'Abidjan, à s'inscrire massivement dans cette opération. Selon les responsables du Trésor public, les bons et obligations sont des moyens d'investissement sûrs permettant de participer au développement économique et social du pays. Tous les titres qui sont émis par l'État sont des titres garantis et régulièrement payés à échéance. Et nous avons régulièrement payé tous les titres au plan régional, au plan intérieur et au plan international. Nous avons 0 défaut à ce jour. Les bons et obligations du Trésor sont des sources de mobilisation de ressources intérieures. Cette année, c'est environ 1310 milliards de francs CFA que le Trésor public doit mobiliser pour financer le budget de l'État. Je vous invite maintenant à faire un tour dans quelques communes du district d'Abidjan pour voir l'état des routes et les actions entreprises par le gouvernement pour leur réhabilitation. Notez qu'un vaste chantier de réhabilitation et de bitumage des voies est en cours depuis 2017. Environ 200 km de routes ont été rénovées à la grande joie des usagers, comme nous l'explique de façon détaillée Francis Boifo. Yopougon-Yangon, à gauche, voie terminus 27. Ces images ont été tournées en 2017. On fait plus d'une heure dans le bouchon d'ici là. Pour un tronçon qui ne fait même pas 1 kilomètre, on est fatigué. Regardez, nous les chauffeurs de Paka, on souffre. Des voies dégradées, impraticables en saison de pluie. On en voyait dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Ce qui a amené le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou Kofi, à faire cette déclaration. Nous sommes en juin 2017. On a demandé à nos collaborateurs de faire le point de l'ensemble des voies et nous ont transmis. Une évaluation est en train d'être faite assez rapidement. Tout ça va être corrigé de sorte que les populations puissent circuler assez aisément dans Abidjan. Mai 2018, notre équipe de reportage retourne à Yopougon-Yangon à gauche, rue Terminus 27, autrefois dégradée. Constat, il n'y a plus de trous. Du changement également sur plusieurs artères de la commune. J'ai constaté qu'avant, il n'y a pas beaucoup de goudron qui est ici. Maintenant, ils ont fait joli goudron partout. Bon, ça nous a beaucoup évité les embouteillages. Bon, la voie est bien, il n'y a plus de trous. On arrive à faire la recette aussi. À 20 minutes de Yopougon, la commune du Plateau, le centre des affaires. Ici aussi,
les rues ont été revêtues de bitume. Tout est goudronné. Nous remercions le président de la République. Pendant le tournage, notre équipe de reportage est interpellée par un conducteur de taxi-compteur, pressé de se prononcer sur l'état des routes dans le district d'Abidjan. Les mois passés, en tout cas, on a eu du mal à circuler dans toute la commune d'Abidjan. Mais actuellement, il y a du mieux parce que presque toutes les communes sont réhabilitées. Yopougon, Abobo, Makori, Trècheville, en tout cas, il y a du mieux. Même le plateau, tout est réhabilité. On dit vraiment du courage au président de la République et à son gouvernement qui, vraiment, ce côté-là, ils sont à travailler correctement. Nous sommes tous fiers de ça et on souhaite que ça continue. Mais la commune qu'on souhaite beaucoup, qu'on travaille encore beaucoup, c'est la commune de Koumassi. À Koumassi, des travaux urgents ont permis des ouvertures de voies. Nous sommes entre la grande mosquée et les Pépé Baradji. Quand on trouvait que non, le carrefour était délaissé, parce qu'on ne peut plus passer, venir au marché, même on avait des problèmes avec nos mamans. Nous-mêmes, on ne peut pas passer les voitures, mais aujourd'hui, là, on peut passer. Si on arrive à circuler, c'est l'essentiel. Bon, avant, pour arriver au service, c'était très compliqué le matin. Mais il faut reconnaître que depuis un certain temps, depuis décembre pratiquement, beaucoup de choses ont été faites, notamment des routes où on avait beaucoup de gravier, des caniveaux ont été curés. Donc ça va mieux. C'est un début de solution pour les habitants, autrefois contraints de rester chez eux en saison de pluie. En cause, l'état de dégradation des voies. À Koumassi, il y a certains quartiers qui ont été bitumés. Mais on aimerait que toute la commune soit bitumée. Au ministère des Infrastructures économiques, les responsables rassurent les populations. Un vaste programme de réhabilitation des artères du district d'Abidjan est en cours. Ce programme consiste en la réhabilitation de 350 km de voies. À ce jour, nous sommes à plus de 200 km de voies réhabilitées et bitumées. Il va sans dire qu'il reste encore plus de 150 km de voiries qui seront réhabilitées et bitumées dans les jours à venir. En attendant, il faut entretenir et préserver les ouvrages pour éviter des investissements supplémentaires sur les routes déjà bitumées. Le premier ennemi, les eaux usées. Illustration de la commune d'Abobo à 20 mètres du camp commando. Des montants importants sont investis chaque année pour entretenir nos routes, pour permettre de faciliter la circulation. Mais certains comportements dégradent de façon prématurée ces ouvrages, notamment lorsque les populations, sans créer des fosses septiques ou des puits perdus, branchent directement des eaux usées sur les canalisations d'eau pluviale et qui débordent sur la chaussée, contribuent à dégrader rapidement ces chaussées. Je voudrais vraiment appeler à la conscience des Ivoiriens pour que ces ouvrages importants soient préservés. D'abord, les caniveaux ne sont pas des poubelles et les caniveaux ne sont pas des réceptacles d'eau usée. Chacun doit veiller à ce que les ordures soient traitées à son domicile et attendre les services de ramassage et que les eaux usées soient évacuées donc dans les fosses septiques et les puits perdus pour éviter ces dégradations. Cette année, c'est plus de 120 milliards de francs CFA que l'État doit débourser rien que pour entretenir les routes, selon le directeur général de l'AGEROUTE. Il invite les populations à un changement de comportement. Et toujours par la route, rendons-nous maintenant à San Pedro, où la ville portuaire bénéficie de 5 km de bitume. C'est une initiative du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Mais les travaux accusent un retard. Quelles sont donc les raisons et que faire pour respecter le nouveau délai fixé par la mission de contrôle? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Sam Kona. Depuis le mois de novembre 2017, les travaux de bitumage des 5 km de voies ont débuté à San Pedro. Près de 6 mois après, l'on constate un retard dans le délai d'exécution des travaux. Il y a une raison. Il y a des concessionnaires qui sont venus voir l'entreprise. Moi-même, j'étais là. Je dis, si vous travaillez à ce rythme-là, vous allez dénuder nos poteaux et ça va tomber. On vous demande pardon de ralentir. Elle a dit, tant que les concessionnaires ne finissent pas, eux, ils ne travaillent pas. Une autre raison pourrait justifier ce retard. Dans le quartier Jules Ferry, par exemple, des constructions ont été élargies et se retrouvent sur la voie publique. La clôture est construite dans le domaine public. Les réseaux sont ici, sont à l'intérieur même de la clôture. Voilà, pour pouvoir travailler, on est obligé de faire reculer la clôture pour libérer les réseaux et avoir la bonne emprise. Ce que la mairie va faire, c'est de dégager ces personnes-là pour que les travaux puissent continuer normalement. Ce qui a été fait quelques jours après la visite, plusieurs habitations ont vu leur clôture cassée par la mairie. Une opération qui fait grincer des dents chez les riverains. Il faut laisser au moins 2 mètres entre la borne et la maison, et la limite de la maison. Vous voyez la maison? Donc la maison juste ici, ça fait environ 2,5 m. Mais c'est la clôture qui est toujours sur la borne. Ils ont cassé la clôture, ils sont entrés un peu dans la maison. Ça m'a surpris parce que
L'autre côté de la rue, il y a Bonne qui est auprès de la maison. On n'a pas touché. Si le gouvernement veut élargir la maison, élargir la route, personne ne peut aller contre. Il faut que ce soit des deux côtés. Mais pourquoi c'est notre côté seulement que le gouvernement précise pour casser? Et regardez les maisons que vous voyez là-bas. Là. Pour eux, ça n'a pas été touché alors qu'on suit la main ligne. Pourquoi? Pour la mairie, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de favoritisme. Le domaine public, c'est le domaine public. Celui qui est là, qui n'en a pas droit, il doit se mettre en dehors du domaine public. Les travaux, quant à eux, se poursuivent pour respecter le nouveau délai fixé. Le délai qui a été donné sera respecté. Nous avons bien voulu, avec la Géroute, rapidement nous retrouver pour savoir qu'est-ce qui retardait. Nous a fait savoir qu'il y avait, au-delà de certaines personnes qui bloquaient un peu, des problèmes techniques. Et ces problèmes techniques, je crois que le contrôleur général vient de nous dire que tous ces problèmes ont été résolus. Et donc les instructions que nous avons eu à leur donner, c'est qu'il faut que les travaux aboutissent dans le délai. Et ces délais ont été donnés, vous l'avez tous entendu, c'est pour fin juin. Ce sont au total 5 km de bitume accordés à la ville de San Pedro. Vont en bénéficier l'axe Carrefour Aéroport Pharmacie du Lac, en passant par le quartier Jules Ferry, la rue des Banques à la Cité et la grande voie du quartier Zimbabwe. Nous continuons notre visite. Cette fois-ci, nous allons nous rendre dans 2 écoles d'excellence relevant de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Il s'agit du Centre d'électronique et d'informatique appliquée de Trècheville et du lycée professionnel sectoriel agroalimentaire de Yopougon en pleine construction. Ces 2 chantiers ont été visités par le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Touré Mamadou. Reportage signé Serge Coléa. Débutés en juin 2017, les travaux de réhabilitation et de construction du CELIA, le Centre électronique et d'informatique appliquée, devraient être achevés en juin 2018. Un an après, l'état d'avancement de l'ouvrage dépasse à peine 20%. Une situation qui n'est pas du goût du ministre Touré Mamadou qui demande des explications. Il y a eu quand même beaucoup de problèmes sur la fondation qui a fait que financièrement, ça nous a épuisés. C'est ce qui réagit encore sur nous par rapport au temps. L'entreprise n'a pas étudié son offre de façon correcte. Parce que si l'offre avait été étudiée de façon correcte, ce sont des aléas qui devaient être pris en compte. Moi, je pense que quand il y a un investissement aussi important et qu'on fait confiance à des entreprises nationales, vous devez être sérieux. Que ce soit au niveau des études hautes, il est anormal que vous n'ayez pas pu faire les études comme il se fallait. Et ça, pour votre propre réputation, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, nous on a une rentrée qui aura lieu donc fin septembre, début octobre, mais il est important que les chantiers soient achevés pour que les enfants puissent donc aller à l'école. À Yopougon, les travaux du lycée professionnel sectoriel agroalimentaire avancent bien à quelques mois de l'échéance de décembre 2018. Ici, nous sommes dans le cadre d'un projet CDD. Je vois que tout se passe bien. Et nous avions prévu, comme ça a été dit, que cette école soit livrée au mois de décembre. Les équipements devraient arriver au mois de février. Et donc nous pensons que les choses vont très bien. Le processus de recrutement par appel à candidature du responsable de l'établissement a été lancé aussi. Et donc je pars d'ici totalement satisfait. De nombreux chantiers de construction et de réhabilitation d'écoles dans l'enseignement technique et la formation professionnelle sont ouverts à Abidjan et à l'intérieur du pays. Au niveau agricole, on s'intéresse à la filière EVA. Avec l'appui du projet d'appui au secteur agricole, plus de 120 000 hectares de plantations ont été créés pour environ 40 000 bénéficiaires. Dernière action majeure pour la filière EVA, la mise en place du collège des producteurs. Le processus de recensement des producteurs couvre la période du 1er au 25 juin dans les 18 régions de production de la Côte d'Ivoire. Noël Nyagno. Le caoutchouc naturel. La production ivoirienne de 2017 est de 591 000 tonnes pour une prévision de 395 000. Une performance à mettre au compte du FDH, Fonds de développement de l'EVA lancé en 2009. Devenu agent d'exécution du PESAC, projet d'appui au secteur agricole de Côte d'Ivoire, la Promac FDH, avec le financement global de 6 milliards 65 millions, dont plus d'1 milliard de la Promac, la filière EVA est aujourd'hui au mieux de sa forme. Grâce au Fonds de développement EVA, la filière a pu réaliser près de 120 000 hectares de plantations à partir du plan sélectionné.
La filière a pu reprofiler 2250 km de route. L'ensemble de la Côte d'Ivoire, c'est près de 600 000 hectares déjà plantés, plus de 160 000 planteurs. Et cette année, nous avons pratiquement dépassé la barre de 600 000 tonnes de caoutchouc. Objectif que nous attendions atteindre en 2020. Dernière composante de ce projet, la mise en place du collège des producteurs. Voilà l'enjeu de la cérémonie de lancement du recensement pour l'établissement du listing des producteurs de caoutchouc naturel, la filière EVA. Les différents intervenants à cette cérémonie ont souligné l'importance stratégique de cette opération de constitution de la base de données des producteurs regroupés au sein des organisations que sont la COP EVA, Coopérative des producteurs d'EVA, et le FISH, Aprocansi, Fonds interprofessionnel de solidarité de l'Association professionnelle des producteurs de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire. Ces producteurs doivent présenter à l'opérateur en charge du recensement 2 documents. 1. Le ticket de pesée d'octobre à décembre 2017. 2. Le bulletin de paie sur la même période. Le processus de recensement va durer du 1er au 25 juin. De l'autre côté du globe, aux États-Unis d'Amérique, le président américain Donald Trump a confirmé la tenue du sommet avec le leader nord-coréen à Singapour le 12 juin. Un sommet qu'il avait pourtant annulé la semaine dernière. La Corée du Sud, qui a joué un rôle de médiateur crucial pour rendre ce sommet historique possible, salue cette annonce. Au niveau de la Côte d'Ivoire, à noter que ce samedi 2 juin, on connaîtra la plus belle fille de notre pays et ce sera l'issue de la finale de Miss Côte d'Ivoire qui se déroule ici à Abidjan, qui succédera donc à Mandialia Agbané. 26 candidates sont à liste. Notre reporter Christelle Menan est sur place. Bonsoir Christelle. Alors dites-nous quelle est l'ambiance sur place? Bonsoir Marie-Laure, je me trouve en ce moment au Sofitel Hôtel Ivoire où se tiendra tout à l'heure la grande finale du concours Miss Côte d'Ivoire 2018. Le public a déjà commencé à arriver. Les 26 candidates sont elles aussi présentes. Elles ont été présélectionnées sur le territoire ivoirien et à l'étranger. Plus que quelques heures pour savoir laquelle d'entre elles succédera à Mandialia Agbané. Et avant de connaître la plus belle fille de la Côte d'Ivoire, nous, on va passer à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Nous sommes en compagnie, je rappelle, de M. Ananias Lekidago, photographe ivoirien qui se bat depuis des années pour la sauvegarde des archives de Paul Kodjo. Alors, on vous retrouve. Il y a quelques années, le photographe Paul Kodjo vous a confié son fonds de négatifs. Dites-nous comment s'est faite votre rencontre. C'était en 2008, ça fait maintenant 10 ans, de 2008 à maintenant. C'était chez lui à Eloubo, on est juste après la frontière Côte d'Ivoire-Ghana. J'étais allé lui rendre visite et puis le jour de mon départ, il a fait venir la malle qui était dans un sale état et il l'a posé à mes pieds. Quand il a ouvert, il y avait tous ces négatifs qui étaient en souffrance et il a souhaité que je les prenne, sinon tout irait à la poubelle. Et c'était face à cette situation, comme j'ai l'habitude de le dire, je me suis retrouvé face à un cas de conscience parce que Paul Kodjo est l'un des premiers photographes ivoiriens à avoir écrit notre histoire depuis les débuts de la période post-indépendance jusqu'aux années 90. C'est une icône de la photographie en Côte d'Ivoire. Il est le repère. En ce moment, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Quand Paul commençait à être photographe, j'étais même pas né. Donc, je me suis rendu compte de l'importance de la lourdeur de cette responsabilité. Mais en même temps, je ne pouvais pas me dérober de cette responsabilité parce que, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, mon engagement pour la photographie est tel que il était inconcevable de voir l'histoire de notre pays racontée ou écrite par un de ses fils aller à la poubelle. Et donc vous avez décidé de ressusciter Paul? Oui, c'est ce qu'on va dire, de ressusciter. D'accord. Et aujourd'hui, Paul Kodjo vit au Ghana. À quoi s'occupe-t-il? Que retient-il de sa carrière? Notre reporter Christelle Menan s'y est rendue. Vous étiez en sa compagnie et vous avez rencontré Paul Kodjo. On va suivre ce reportage et en discuter par la suite.
Paul Kodjo naît le 4 juillet 1939 dans la forêt du Banco, à Abidjan, d'un père ivoirien, élève garde forestier, et d'une mère d'origine ghanéenne. Aujourd'hui âgé de 79 ans, nous le retrouvons dans son domaine au Ghana. Ici, on l'appelle Frenchman. L'homme garde figé sur la pellicule de sa mémoire toutes les prises, toutes les scènes qui ont révélé son art et son nom. Le jeune homme se voit électricien, au mieux médecin. Nous sommes en 1957. L'indépendance n'est pas loin. Abidjan bouge, Treichville grouille. La commune abrite des studios photos tenus à l'époque par des Togolais et des Yoruba. J'ai pris une journée, j'ai tourné dans tous les studios pour voir s'il y avait quelqu'un qui voulait me garder comme apprenti. Ça fut fait. S'ensuit une succession d'expériences heureuses et malheureuses dans divers studios photos. Le jeune photographe prend entre-temps des cours par correspondance au New York Institute of Photography. J'avais choisi le portrait. Parce que jusqu'à là, j'avais l'impression que bon, il faut avoir son bac, avoir son doctorat pour être un photographe de presse. Mais c'est grâce au photoreportage que son nom sera enfin révélé. Il devient photoreporter pour Abidjan Matin, l'ancêtre du quotidien Fraternité Matin. Il suit le président Houphouët-Boigny et couvre les grandes rencontres et visites d'État, notamment celle de Pompidou à Abidjan. Mais il lui faut aller encore plus loin, apprendre davantage. Paul Kodjo émigre vers la France en 1967. Là, on ne pouvait pas m'arrêter. Je voulais aller voir maintenant où on a créé la photo est née. Il y fait de la correspondance pour Fraternité Matin et tient un studio photo en plein cœur de Paris. L'aventure parisienne dure 2 ans, un mariage, une naissance, puis retour sur Abidjan, à Treichville. Il fonde Mamédis avec Roger Nwambala et le journaliste Okalas. Mamédis, c'est Mass Media Service. On devait avoir 3 départements. Département photo, département cinéma et département édition. Dans l'édition, déjà, on devait créer une revue de romans photo. Du photoroman pour y voir dimanche au cinéma, Paul Kodjo ne fait qu'un pas. Son goût pour la mise en scène le fera acteur, directeur de photo et 5e assistant réalisateur sur une production Walt Disney. Baby, sa plus grande fierté. Baby, c'était entièrement tourné en Côte d'Ivoire. On a tourné à Brocos. Mais quand tu regardes les images de Brocos, tu ne le connais pas. Auréolé de grands prix internationaux, la carrière de Paul Kodjo aurait pu s'arrêter là, si un autre photographe, Ananias Lekidago, ne s'était pas intéressé à son travail. Comme si elle avait été écrite entre des parenthèses boisées, l'histoire de Paul Kodjo va peut-être se terminer là où elle a commencé, au cœur d'une forêt. Voilà, et Ananias Lekidago qui a décidé de ne pas faire arrêter l'œuvre de Paul Kodjo est avec nous sur ce plateau. Dites-nous en quoi consistait ce travail de restauration de l'œuvre de Paul Kodjo. Je rappelle que vous avez pu sauver environ 3 000 négatifs sur les 30 000 qu'il vous a confiés. C'est ça, exactement. Il faut noter, il faut le dire, c'est que les pochettes ou les négatifs de Paul Kodjo ont été rangés depuis les années 60. Avec l'humidité et le manque d'entretien, ce conditionnement a été en difficulté. Donc le premier geste qu'il fallait faire, c'est de reconditionner ces négatifs, créer un environnement qui soit adéquat, et puis ensuite prendre le cas par cas, c'est-à-dire cliché après cliché, pour voir ce qui peut... Un travail difficile. C'était un travail... Qui demandait aussi des moyens financiers. Ah oui, c'est un travail fastidieux et qui demande énormément de moyens parce que techniquement, il y avait beaucoup de choses à faire. Et les négatifs de Paul ont vraiment souffert. Heureusement que vous avez réussi à les restaurer. Alors, Paul Kodjo dit « Je vis à travers la photographie, j'écris avec la lumière ». Alors, qu'est-ce qui différencie son art de ses contemporains comme Malik Sidibé au Mali ou Philippe Koudina au Niger? Il est important de dire que le fait de mettre Paul à la place qu'il mérite n'a pas pour but de tuer qui que ce soit. Ça, c'est important.
mais il empêche qu'on reconnaisse le fait que Paul s'est démarqué de la pratique des photographes qui s'adonnaient qu'au travail commercial. Alors, quelle est cette marque de Paul? Il a d'abord insisté sur son éducation. Il a pris des cours, même quand il a démarré avec son premier studio en 1959 au lieu de photo, il prenait déjà des cours. Et ensuite, Paul Kodjo décide d'aller en France. Avant d'aller en France, il va travailler avec Photo Normand, M. Louis Normand. Il apprend les techniques de retouche. Donc Paul ne cesse pas de se former. C'est quelqu'un qui avait soif d'apprendre. Comment est-ce qu'on fait la différence avec ces deux grands noms africains? Au niveau de la photographie de Paul Kodjo, comment on fait la différence avec ces deux grands photographes africains que j'ai nommés? C'est ce que j'étais en train d'essayer de vous démontrer, c'est qu'il était assoiffé d'apprendre, donc il allait s'instruire. Et il arrive en France, il s'inscrit à l'école ABC de la photographie, en même temps il s'inscrit au conservatoire du cinéma. Ce qui ne l'empêche pas de travailler dans le centre de diffusion d'informations ivoirien, l'agence que Houphouët-Boigny avait mis en place. Ce qui lui donne un geste de photographe pas naïf. Ce qu'il pose comme acte est réfléchi, est conçu. La preuve est qu'il met en place le photoroman, qui est, de son époque, c'est un travail hyper moderne, avec beaucoup d'innovation. Il met en place tout un dispositif. Il dirige une équipe, il fait le casting, il fait le repérage dans la ville et ce qu'il prend après, c'est la caméra. Il ne suffisait plus que de prendre une caméra pour cinéma pour faire un film. Il se fait appeler reporter mais aussi artiste. Il avait son casque de photographe de presse et aussi cette sensibilité qui l'a mené à innover dans le magazine Ivoire Dimanche en proposant cette chronique qui était le photoroman. Donc il a fait travailler des acteurs ivoiriens. Il m'a dit aussi qu'il lui arrivait de marcher dans la rue et de repérer des gens pour pouvoir les faire jouer comme des acteurs. Donc il avait une sensibilité très forte. D'accord. Alors dans toutes ces photographies, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? J'aime le travail de Paul. Il y a beaucoup de photos qui m'interpellent, que j'aime. Mais toutes les fois qu'on me pose la question, il y a cette photo d'une jeune dame avec l'afro et qui... Je pense qu'on a pu dénicher cette photo. Voilà. Pour vous faire plaisir ce soir. Oui, si on la montre. Oui. Et cette photo, elle est extraite d'un photoroman. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est le moment que Paul Kodjo retient. C'est son œil de portraitiste qui apparaît. Qui est là. Voilà, cette photo. Le geste, cette douceur qui restitue, la lumière, le traitement de la lumière, le dispositif qu'il met autour de ces dames et avec les repères qui nous permettent de savoir à quelle période on a fait ces photos. C'est à la fois une photo qui a une valeur esthétique et aussi une valeur historique du fait que Paul nous situe dans le temps. Et pour moi, ça fait de lui un photographe hors pair de son époque. D'accord. Et justement, c'est ce travail qui vous a tellement marqué. Vous avez donc décidé de restaurer ces œuvres. Aujourd'hui, l'Ivoirien Paul Kodjo a intégré le musée du Quai Branly. Nous allons suivre ensemble ce reportage de Serge Koléa et nous allons en discuter. Très bien. 34 photographies tirées de l'immense œuvre du photographe ivoirien Paul Kodjo, désormais inscrites au patrimoine du musée de Quai Branly en France. Un honneur pour ce pionnier de l'image en Côte d'Ivoire. Dès le début des années 60, Paul Kodjo retrace sous son objectif une bonne partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante, avec en ligne de mire Abidjan, la capitale. Tous ces clichés ont été ressuscités par Ananias Lekidago, photographe professionnel. C'est lui qui décide d'immortaliser ce tome de 89 ans à partir de quelques 30 000 négatifs rangés aux oubliettes. De 2008 à 2018, 10 ans d'un travail de restauration méticuleux, aujourd'hui reconnu par le musée du Quai Branly. Aux côtés du photographe ivoirien, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku Bandaman, et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO, Denise Houphouët-Boigny. Alors, qu'est-ce que cela représente pour un artiste quand il intègre ainsi une prestigieuse collection avec surtout un nombre significatif d'œuvres comme Paul Kodjo? Paul Kodjo, contrairement à moi, Paul Kodjo est entré dans la collection du Quai Branly avec un ensemble de 34 images.
Les puristes ils disent ainsi, Paul Kodjo est entré au Panthéon. On ne dirait pas que c'était un terminus, mais c'est une étape importante dans la carrière d'un photographe d'être reconnu et de se retrouver dans la collection d'une institution de ce type. Symboliquement, Paul Kodjo sera éternel. Et il est immortalisé. Voilà. Merci beaucoup Ananias Lekidago. Merci en tout cas d'avoir permis à cette grande figure de la photographie ivoirienne d'être restaurée et surtout d'être immortalisée. C'est la victoire de la photographie de Côte d'Ivoire et en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur Dago. Merci. Et vous l'avez compris, ce journal est terminé. Notez que ce soir, on connaîtra la plus belle fille de la Côte d'Ivoire. Ce concours de beauté sera retransmis en direct sur RTI1. Et en raison donc de cette retransmission, vous n'aurez pas le dernier journal à 23h. Passez une très très belle soirée sur RTI1 et à demain 20h.